Bonjour à tous. Donc nous allons tout de suite enchaîner par cette nouvelle table ronde consacrée au nouveau rôle social des entreprises. Nous avons 54 minutes pour débattre avec nos 5 débatteurs, écouter Xavier Rabault et puis répondre à vos questions dans cette chaleur étouffante. Et tout de suite, on va commencer pour lancer le débat par Xavier Rabault. Vous êtes un nouveau membre du Cercle des économistes. Bienvenue. Et vous êtes président de l'OFCE. Pour cadrer le débat, vous avez 3 minutes, Xavier. Bonjour, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là pour ce débat essentiel sur le nouveau rôle social des entreprises. J'ai vraiment hâte d'écouter les intervenants aujourd'hui. Pourquoi ? La RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un domaine sur lequel toutes les entreprises sont confrontées depuis une dizaine d'années. C'est un thème important. Il a émergé dans les années 2000 et s'est consolidé un petit peu dans les années 2010. Et vraiment, si vous vous souvenez de ce débat du début des années 2000, c'était un débat sur une crainte d'une financiarisation du capitalisme. Il y avait des LBO, il y avait des évolutions, des fusions, des acquisitions. Et il y avait une volonté pour éviter que le rendement à court terme, c'était l'époque, les termes qui étaient employés à l'époque du débat, domine sur le court-termisme des entreprises, domine les stratégies d'entreprise. Il y avait une volonté d'essayer d'introduire dans l'entreprise d'autres considérations environnementales, sociales, d'équité, pour que les stratégies d'entreprise internalisent ces choses qui ne sont pas forcément dans la réglementation. Donc le débat sur la RSE au début des années 2000, c'était le suivant, c'était que plutôt que de faire des tas de contraintes réglementaires, est-ce qu'on ne veut pas responsabiliser les acteurs autour de thèmes de la RSE, environnementale, sociale, équité, pour, comme on dit, internaliser les externalités, internaliser certaines stratégies d'entreprise pour avoir une perspective de long terme. Bien, ça c'était le monde d'avant quelque part. Aujourd'hui, ce que je perçois, et je ne sais pas la réaction des intervenants, c'est que ce monde il a changé. Les entreprises sont maintenant, vu l'instabilité de l'économie dans laquelle on est, l'instabilité réglementaire sur la question des réglementations environnementales, je vais en parler, l'instabilité géopolitique, l'émergence des technologies nouvelles, comme l'intelligence artificielle, les aspirations de certains salariés, les jeunes salariés qui ont une volonté différente d'aspiration, d'avoir des impacts sur la société. J'ai l'impression que toutes les sociétés à laquelle on parle sont d'emblée, directement, quelquefois dans la gestion des ressources humaines, confrontées à des questions directement sociales. Et maintenant, il y a un changement, je dirais, du côté des entreprises qui parfois, et je l'observe des deux côtés de l'Atlantique, sont parfois en avance sur certaines questions par rapport même aux législateurs. Il y a un certain recul, par exemple, sur le moteur thermique, ça ne vous a pas échappé. Il y a un certain recul au niveau européen sur certains enjeux environnementaux. Il y a certaines entreprises qui font pression pour garder l'orientation en matière de décarbonation de l'économie, parce qu'on c'est déjà entré dans la stratégie d'entreprise. Pas tous, pas toutes. Il y a aussi des lobbies, je ne veux pas être naïf là-dessus. Mais on a l'impression que par rapport aux questions sociales et environnementales, l'idée que les entreprises étaient toujours en deçà de certains objectifs sociaux est mise à mal. Par ailleurs, un retour des États-Unis, ce qu'on voit, l'attaque de Donald Trump sur les politiques de diversité des entreprises, on peut citer des exemples de Disney et autres, entraîne des réactions des entreprises pour garder ces stratégies mêmes parce que ça correspond à leur identité d'entreprise. Donc on est dans un monde nouveau où les questions sociales, environnementales, équité, d'équilibre des genres, d'inclusion font partie directement des questions sociales auxquelles les entreprises, dans leur stratégie quotidienne, sont confrontées. Et parfois, le législateur est en retard. Je ne sais pas si les intervenants participeront à ce constat, mais j'ai hâte de voir comment, dans leur pratique, ils mobilisent tous ces nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et d'éthique. Merci beaucoup, Xavier. Alors, justement, merci aussi à vous 5 d'être parmi nous cet après-midi. Donc, je vais vous présenter Daniel Baal. Donc, vous êtes président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC. Merci beaucoup. Céline Brucker, vous êtes directrice générale de L'Oréal France. Alain Di Crescenzo, il y a eu une petite embrouille dans l'ordre, mais c'est pas grave, mais vous êtes là à côté de moi, tout va très bien, vous êtes président de CCI France. Hervé Monjotin, vous êtes président directeur général de Socotec.
Et Jean Roquevaron, vous êtes président d'EY France. Donc, comme disait très très bien Xavier, il y a eu ce mouvement, c'est la création de ces entreprises à mission, le rôle social, la RSE, on en a beaucoup parlé dans la décennie qui s'est écoulée. Et puis là, on a l'impression, il y a un mot à la mode qu'on entend beaucoup, c'est le backlash. On l'entend sur les questions environnementales, mais on voudrait vous entendre aussi. Est-ce que ça concerne aussi la question du rôle social des entreprises ? Mais avant de parler peut-être de ce qui est peut-être en train de se détricoter ou pas, moi je voudrais voir ce que vous avez, vous, tricoté. Et Daniel Ball, vous, au Crédit Mutuel, donc vous avez été une des premières entreprises à mission et vous avez aussi adopté le dividende sociétal. L'entreprise a dépensé 1 milliard d'euros sur les dernières années sur ce segment-là. Qu'est-ce que c'est que le dividende sociétal et qu'est-ce que vous en avez fait ? Bien, d'abord, vous l'avez dit, nous avons été une des premières entreprises, et nous sommes aujourd'hui une des rares grandes entreprises. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est 78 000 salariés à avoir le statut d'entreprise à mission. On a été la première banque à adopter ce statut, tout simplement de manière très cohérente par rapport aux engagements qui sont les nôtres depuis longtemps, et la dimension sociétale et la dimension environnementale, nous avons pleinement intégré. Une entreprise, c'est d'abord une communauté de femmes et d'hommes, et cette communauté, elle vit, et nous la faisons vivre. Donc, devenir entreprise à mission, statut que nous avons adopté quasiment après l'adoption de la loi Pacte, nous a amené à formaliser un certain nombre d'engagements. Je dis bien formaliser et renforcer des engagements. Des engagements que nous avons pris essentiellement dans le domaine de notre propre vie coopérative, de notre relation par rapport aux salariés, par rapport au corps social interne à l'entreprise, mais également par rapport évidemment aux tiers et avec des engagements sociétaux et environnementaux. En partant d'un principe de base essentiel, c'est qu'être entreprise à mission, c'est d'abord être entreprise. Être entreprise, c'est d'abord apporter de la satisfaction à ses clients, c'est d'abord être performante, c'est d'abord être travaillé à la pérennité et au renforcement des fonds propres. Une fois qu'on a dit ça, on a vraiment la capacité, un de mes prédécesseurs disait, pour être solidaire, il faut être solide. Et pour moi et pour nous aujourd'hui au sein du groupe Crédit Mutuel, ça reste une réalité. Entreprise à mission, ce sont des engagements. Et nous nous sommes dit que pour vraiment bien illustrer ce que nous faisons, nous pouvions avoir quelque chose qui soit assez emblématique, qui soit très visible, mais également efficace, parce que être entreprise à mission, ça ne doit pas être une action de communication, ça doit être véritablement quelque chose qui va de l'avant, et nous avons donc créé ce dividende sociétal. Alors c'est quoi ? Alors c'est quoi le dividende sociétal ? C'est faire le choix de consacrer chaque année 15% de son résultat net à des actions de solidarité ou à des actions d'encouragement à des entreprises pour qu'elles mènent des actions à fort impact écologique ou environnemental. Alors pour 2025, le montant du budget du dividende sociétal, c'est 15% du résultat de l'année dernière qui était un peu plus de 4 milliards d'euros. Donc, c'est 619 millions d'euros que nous affectons à ce dividende sociétal. Et donc, depuis que vous l'avez créé, vous avez donc dépensé combien ? Oui, on a démarré en 2023, donc on en est au 3e exercice. Et sur les 2 premiers exercices, 2023-2024, qui étaient des années de montée en puissance, on a effectivement affecté 1 milliard 100 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Vous avez financé quoi ? Je vais plutôt vous en donner 3. Parce qu'avec un seul, je ne vais pas couvrir le sujet. Le premier exemple que je donnerai, c'est l'accompagnement d'entreprises qui ont des projets à fort impact. Nous investissons en fonds propres. Nous ne calculons pas en fonction du retour sur investissement, mais en fonction de l'impact. Bon, par exemple, on accompagne une entreprise qui s'appelle Néolith qui transforme ce qui n'est pas recyclable en agrément qu'on peut utiliser pour la construction de routes ou également dans le bâtiment. Le deuxième pilier de notre action, c'est ce que nous accordons à nos sociétaires, à nos clients. Alors là, je vous donne un exemple. Nous avons décidé de ne plus avoir de questionnaire de santé pour les primo-accédants
à la résidence principale. Donc, pour quelles raisons ? Pour qu'il n'y ait plus de discrimination par rapport à l'état de santé actuel ou passé. Et donc, plus de questionnaire de santé, ce qui veut dire que chacun a droit à son crédit sans surprime de cotisation d'assurance. Coût de cette opération sur 2024, on le sait toujours évidemment rétrospectivement, plus de 20 millions d'euros en manque à gagner et en augmentation de la personne qui vient vous voir. On va jusqu'à 65 ans, je crois. Voilà, donc effectivement, il y a les limitages, mais je veux dire, pour le primo-accédant qui a généralement entre 30 et 40 ans, c'est vraiment... Il a pu avoir un cancer il y a 2 ans. Aujourd'hui, on ne le saura même pas, et par conséquent, il n'y aura pas de surprime. Et le troisième volet, c'est simplement du mécénat et de l'accompagnement de la vie associative. Et cette année, nous avons un budget de 105 millions d'euros et nous accompagnons, par exemple, très largement les Restos du Cœur. Et j'ai plaisir à saluer là, au premier rang, son président. Voilà donc 3 types d'actions que nous développons effectivement depuis 2023. Et on parlait de RSE, on parle d'ESG. Et pour bien mesurer et pour bien nous guider dans ce que nous faisons, nous avons créé une équipe qu'on appelle Institut mutualiste de l'environnement et pour la solidarité, qui est dirigée aujourd'hui par Laurent Berger, qui est venu nous rejoindre, qui a comme responsabilité de bien étudier quel pourra être l'impact de nos actions, qui pourra nous guider, qui pourra nous donner les informations nécessaires à nos bons choix. Donc on a créé tout un écosystème pour que ce dividende sociétal, le fait d'être entreprise à mission, entre pleinement dans notre modèle d'affaires et soit décliné à tous les niveaux dans notre groupe, de notre caisse locale de crédit mutuel jusqu'à nos filiales dans les métiers de banque de financement et d'investissement. Ok. Alors quand on parle de rôle social, on parle aussi de partage de la valeur. Et donc je voudrais vous entendre, Céline Brucker, donc chez L'Oréal. C'est un sujet aussi qui vous tient à cœur. Comment ça s'organise, ce partage de la valeur ? Pouvez-vous nous donner des chiffres concrets ? Alors déjà, des actions très concrètes et très simples. L'actionnariat salarié qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs années. Il y a un nouveau plan d'ailleurs qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière. Et maintenant, c'est 90% des salariés de L'Oréal France, qui sont donc les 15 000 collaborateurs de L'Oréal en France, qui sont actionnaires du groupe. Et donc, ça les rend aussi acteurs de la performance du groupe et ça les rend fait bénéficier, évidemment, à travers l'évolution de Et c'est quelque chose que vous envisagez d'étendre hors de France ? Absolument. C'est aussi élargi à d'autres filiales en dehors du groupe. On est aussi très vigilant, parce que c'est aussi une micro-société, finalement, notre entreprise, nos collaborateurs. On est aussi un groupe, on veille à la santé, à la protection de nos collaborateurs. Donc, depuis maintenant longue date, on a développé un programme qui s'appelle Share and Care, qui vraiment vise à apporter de la protection dans les moments difficiles de la vie. Par exemple, dans cas de cancer, un temps et un accompagnement particulier, quand on est aidant de personnes malades autour de soi. On a aussi accordé un congé paternité de façon importante. Et c'est vrai que ce projet Share and Care, on aide aussi maintenant nos partenaires fournisseurs ou nos partenaires à le déployer aussi au bénéfice de nos fournisseurs. Et on essaie même d'avoir un peu un effet d'entraînement en dehors de notre groupe pour que ça crée aussi une émulation et que ça puisse être des choses qui soient déployées par ailleurs. Et enfin, sur la partie salariale, intéressement participation, on est un groupe généreux. Une grande partie du partage de la valeur est en faveur de nos collaborateurs. Donc que ce soit les salaires d'entrée, que ce soit pour les ouvriers ou pour les jeunes, c'est évidemment très largement au-dessus du SMIC. L'intéressement en participation sur les premiers salaires, ça peut représenter jusqu'à 4 mois de salaire, donc c'est quand même des montants tout à fait importants. Et voilà, ça fait partie de la panoplie de choses qu'on déploie et qu'on continue à moderniser aussi par rapport aux évolutions des besoins de nos collaborateurs qui sont en lien avec l'évolution de la société, notamment sur les sujets de maladie, de situations aidantes qui sont... Ça veut dire que concrètement, vous dites on a beaucoup développé l'actionnariat salarié. Il représente combien du capital aujourd'hui ? C'est 90% je n'ai pas le montant en tête, mais c'est 90% de collaborateurs qui sont effectivement actionnaires. D'accord. Et c'est intéressant parce que je vois même dans nos relations avec les syndicats, par exemple, ça change les choses. Oui, parce que ça a aussi contribué à expliquer le fonctionnement de l'entreprise
et que finalement, être acteur de la performance de l'entreprise, c'est ça aussi qui fait évoluer le cours de l'action. Et quand on est propriétaire d'une action, on a plutôt envie qu'elle monte et on comprend mieux ce qui la fait évoluer et que chacun d'entre nous, chaque collaborateur est acteur de cette performance. Alors, on connaît moins Socotec que L'Oréal, mais Socotec est quand même aussi un géant mondial. Un géant mondial dans le testing, l'inspection et la certification des grands projets de construction et d'infrastructure. Tout à fait. Absolument. J'ai bien résumé ce que vous faites. Et donc, vous aussi, vous êtes très, très actif et allant sur la question du partage de la valeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait ? Volontiers. Peut-être il faut-il remettre ça dans la perspective de la trajectoire de Socotec. Socotec est une entreprise qui a 70 ans, donc elle est dans le paysage économique français depuis longtemps, mais qui s'est très fortement transformée depuis 9 ans, parce qu'elle a triplé de taille, passant de 500 millions à 1,7 milliard, et elle est passée d'une entreprise française à une entreprise mondiale. Donc il faut raisonner par rapport à... Un LBO. Voilà, et dans le cadre d'un actionnariat financier de type LBO. Donc il faut raisonner par rapport à cette trajectoire-là. Et puis le dernier commentaire que je ferai, parce que forcément nos réponses, elles sont relatives à une situation, c'est que Socotec, par essence, c'est du business services et c'est un people business. Vous voyez, j'ai 1,7 milliard et 14 500 salariés, des ingénieurs, des techniciens, donc on est vite sur des entreprises avec beaucoup de monde. Et pour rebondir sur les propos de Daniel Ball, la première responsabilité du dirigeant et du CEO en particulier, c'est toujours de s'assurer que la performance est au centre. Voilà. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas quand j'ai rejoint cette entreprise. La performance, c'est-à-dire avoir une stratégie cohérente, avoir une actionnariat solide et avoir une exécution de qualité, et aussi travailler sur des fondamentaux de la culture d'entreprise qui se situe là plus dans le temps long. Et c'est justement cette trajectoire de performance qui vous permet ensuite d'être en mouvement sur des questions relatives au partage de la valeur. Avant de partager la valeur, il faut en créer. Ça, c'est des choses parfois qu'il est bon de rappeler en France, qui vont peut-être pas forcément de soi par rapport à l'histoire de notre pays. Et je pense que c'est ce qu'on a assez su bien réussir chez Socotec, c'est remettre l'entreprise dans un mouvement de création de valeur. Et donc, assez vite, vous venez sur le sujet du partage de cette valeur, que vous partagez par des outils assez classiques, tels qu'on peut les avoir dans un panel de rémunération, participation, intéressement qu'on a mis en place, revu, etc. Des outils plus récents tels que la prime Macron, etc. Et de manière peut-être plus originale dans une entreprise sous LBO, de l'actionnariat salarié qu'on a déployé en France l'année dernière avec une première opération où nous avons embarqué 40% de nos salariés, ce qui était vraiment un vrai motif de satisfaction parce que ça exprime une forme de confiance dans l'entreprise qui elle-même s'est beaucoup transformée. Donc c'est un peu un test aussi dans ces moments-là. Et on est en train, nous on opère dans 26 pays, mais on est très présent dans 7 plateformes en Europe et aux US. Et donc on est en train de déployer cela pour l'instant en Grande-Bretagne et en Espagne, sachant que par des différents mécanismes, au global, moi j'ai 25% de mes salariés qui sont actionnaires. Donc finalement l'enseignement de tout ça, c'est l'entreprise qui se concentre sur sa performance au sens large, parce que je rejoins le point de Xavier Arago qui est que les chocs sont tellement présents que la question de la mobilisation pour s'adapter à ces chocs ne se pose plus, si vous voulez. L'entreprise, elle n'est pas hors sol. La transition énergétique, environnementale, elle est... Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même un sujet sur le réchauffement climatique, donc vous n'avez plus besoin d'avoir toute cette pédagogie autour de ça. C'est plutôt vos collaborateurs qui vous demandent des comptes sur ce que vous faites dans ce domaine-là. Donc tout ça, de toute façon, est là maintenant présent sur la table au quotidien, dans le quotidien des entreprises. Et le fait d'embarquer l'entreprise dans une trajectoire de performance vous permet ensuite de travailler sur des outils de partage de la valeur qui eux-mêmes vous entretiennent ce cercle vertueux de l'engagement qui est totalement fondamental dans un people business. Est-ce que finalement la trajectoire dans l'entreprise embarque vos collaborateurs et génère un engagement au quotidien sur leur mission. Vous l'avez dit tous les deux, partage de la valeur, il faut déjà avoir de la valeur. Jean-Roch Varron, c'est le point de départ d'une entreprise citoyenne.
Oui, alors je vais rejoindre ce qui a été un peu dit. Nous, EY, on est une entreprise de people business ou de talent business, en fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir... nos talents doivent être performants et heureux dans l'entreprise, ou heureux et performants, et les deux vont souvent ensemble. Et donc l'ensemble de nos actions porte autour de nos talents. On est une entreprise de 8000 personnes en France, on recrute à peu près 2000 personnes par an, 1600 en CDI et des stagiaires, des jeunes, et qu'ensuite on fait progresser dans l'entreprise pour leur transmettre du savoir et pour les élever quelque part dans la gestion de leur carrière en interne et puis après en externe lorsqu'ils rejoignent nos clients. Et donc l'ensemble de nos actions sont sur ce sujet-là. Premièrement, en leur transmettant du savoir. Donc on est une extrême école, la meilleure école après l'école, on a envie de dire. On forme 450 000 heures de formation par an. C'est l'équivalent d'une école de management tous les ans pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et on les forme aux nouvelles technologies, à l'IA, à la transformation, à la corporate finance, à la fiscalité, dans chacune des expertises. On forme 8000 personnes par an en permanence et ça, je crois que pour le rôle social d'une progression de carrière, c'est aussi important. Ensuite, évidemment, on a développé toute une série de programmes autour de la diversité et de l'inclusion. C'est des sujets qui sont... Par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je reprends un peu on est pas mal en partenariat avec L'Oréal sur des travaux autour de l'égalité de genre, sur l'arrêt Stop Sexisme Ordinaire. On intervient auprès d'un certain nombre de lycées de la deuxième chance pour donner la chance à un certain nombre de jeunes de progresser dans la vie. On a un programme sur lequel on est en train de travailler, qu'on développe, qui s'appelle par exemple, qui tourne autour de l'équité sociale. Alors, le schéma caricatural pour bien faire comprendre, c'est que si vous embauchez deux polytechniciens qui ont exactement le même diplôme, le même âge, etc., s'il y en a un qui est fils de polytechnicien ou fille de polytechnicien et l'autre qui est fils ou fille d'ouvrier, même avec le même diplôme et même en tant que junior chez Ernst & Young, chez EY, à la fin, il va falloir aussi continuer à travailler pour acquérir un certain nombre de codes avec les clients en interne, etc. Et donc ça, cette équité-là, elle ne s'arrête pas au moment du recrutement. On doit également développer des programmes pour une gestion de carrière beaucoup plus équitable. Bon, et enfin, on a des actions très poussées autour de l'engagement. Donc j'ai créé récemment une direction de l'engagement pour que l'ensemble de nos collaborateurs qui sont des hommes et des femmes qui souhaitent s'engager, parce qu'on parle du social, c'est l'entreprise qui finalement fait du social. Donc c'est souvent les salariés, les collaborateurs qui ont plaisir à faire du social entre eux et également vis-à-vis de l'externe. Et donc, par exemple, la semaine dernière, première semaine de juillet, 100% de l'entreprise avait une semaine pour prendre du temps pour travailler sur des engagements avec la société civile, en rencontrant des jeunes de lycée défavorisés, en allant aider aussi sur la sustainabilité, en nettoyant des garages, des choses comme ça. Enfin bref, toute une série d'actions d'engagement. Et je crois que, et je reviens sur mon mot introductif, ces performances et engagement social, en fait, l'un se nourrit de l'autre. Et c'est souvent nos collaborateurs qui sont à l'initiative d'un certain nombre d'actions sociales bénéfiques et l'entreprise accompagne. Et notre rôle, c'est d'accompagner dans ce mouvement. Alain Di Crescenzo, on a parlé beaucoup de création de valeur pour les actionnaires, pour les salariés et pour les territoires aussi. Est-ce que le rôle social, c'est aussi, de l'entreprise, c'est aussi de faire croître son territoire? Comment on prend la dimension territoriale? Peut-être rappeler que le métier des chambres de commerce que je représente, c'est de développer les entreprises. Et simplement pour vous donner un ordre d'idée sur la mandature qui est la mienne, donc depuis 3 ans, 1/3 de mon budget, c'est soutenir les entreprises dans leur transition environnementale, sociale, sociétale et digitale. 1/3 de nos efforts, c'est là-dessus. Ça veut dire que ça mobilise globalement, en termes d'opérateurs de terrain, à peu près 2000 personnes opérationnelles sur le terrain, sans compter les autres fonctions. Alors, si on réduit
l'entreprise à la création de valeur économique dont vous parlez, vous êtes au 19e siècle. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez le PIB de la France, 75% est généré par les entreprises privées. Si vous regardez l'emploi salarié, 21 millions, c'est les entreprises privées. Si vous regardez le financement des infrastructures, 25% c'est fait en direct par les entreprises et une grande partie des 75% c'est indirect. Pourquoi ? Parce que c'est les taxes sur les entreprises. Mais là, je m'arrête 2 minutes et je dis, je m'arrête au 19e siècle. Parce que 20 et 21e siècle, ça a été une révolution sociale et sociétale des entreprises. Et je vais vous donner un seul indicateur et je vais développer. Les charges sociales et patronales que vous connaissez toutes et tous. En 1900, c'était 8%, la somme des deux. Aujourd'hui, c'est 55% à peu près. Donc, vous voyez, dans cette dépense qui a été prise en compte par les entreprises, mais volontairement, hein, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, vous avez un élément important qui s'est développé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle ? 1936, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives. 1945, la sécurité sociale, qui a mené un big bang de bonheur et de bien-être pour nos collaboratrices et collaborateurs. Je vous passe les 35 heures en 2000 et en 1982, je reviens un petit peu, les 39 heures. Mais il y a eu une deuxième salve. Et la deuxième salve, ça a été les années 2000 et vous l'avez cité dans votre introduction. Et là, l'entreprise était créatrice de valeur jusqu'à présent, sociale, participe au social, on peut toujours mieux faire, mais il y a une dimension extraordinaire qui est arrivée, c'est la dimension sociétale. Et ce que j'appelle la sociale augmentée. Qu'est-ce que c'est la sociale augmentée ? C'est tout ce qui a été fait par la loi et par le volontarisme par les entreprises sur l'inclusion. Il y a eu un bond terrible dans l'inclusion, dans l'égalité. Vous avez entendu beaucoup parler de l'égalité de salaire, vous en avez parlé, entre les femmes et les hommes, le droit à l'emploi, le droit à pouvoir évoluer, etc. Est-ce que vous croyez qu'on n'en a pas... On a plus parlé d'inclusion qu'on l'a fait réellement dans les entreprises. Quand vous regardez quand même les statistiques sur les personnes handicapées en emploi, il y a de l'inclusion, d'accord, oui, mais bon, les statistiques sont terribles quand même, encore. Elles sont encore terribles. Maintenant, oui. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les marges de progression. Ça, elles sont énormes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on fait. Mais ça, je vais continuer. Et donc, après, vous avez tout le rapport à l'environnement. Le rapport à l'environnement qui a été une volonté aussi des entreprises. Moi, je suis dans un groupe, dans notre vie, que Daniel connaît bien. Sur la CSRD, on a été volontaire. Ce sont des millions et des millions d'euros que nous avons investis par rapport à la CSRD parce qu'on a envie d'avancer. Et maintenant, si vous voulez bien, je voudrais revenir à votre question qui me paraît très intéressante, celle que vous avez posée. Vous avez dit, j'ai l'impression que l'entreprise est en avance sur le législateur. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui peut vivre pendant 50 ans en faisant des pertes ? Ça ne marche pas. Et pourquoi là-dessus on est un peu en avance ? Parce que si on veut servir nos clients, il faut des collaboratrices et collaborateurs. On doit répondre à leur niveau d'exigence. Et donc, soit vous jouez le jeu, et après on pourra parler de la régression sur certains sujets, oui. Mais soit vous jouez le jeu et vous captez des talents, et vous captez des gens avec vous, soit vous ne jouez pas le jeu et vous n'êtes plus de ce monde-là, plus du monde de l'entreprise. Donc si vous voulez, il y a un dernier chiffre, moi, qui me percute, qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a fait un sondage il n'y a pas longtemps sur la confiance. Et la confiance, c'est sans doute ce qui nous manque le plus. On a demandé, avez-vous confiance dans les institutions ? Sondage du CEVIPOF. Hein. Combien de Français ont dit j'ai confiance ? 25%. Et puis on a posé une question toute bête. Est-ce que vous avez confiance dans le monde de l'entreprise ? PME, TPE, etc. Oui. Global. 75% ont confiance dans le monde de l'entreprise. Donc ça veut dire que, quelque part, ce mouvement qui est le nôtre, plus ou moins volontariste, là il y a beaucoup de volontaristes autour de la table et j'en fais partie, c'est un mouvement qui prend et moi je crois qu'il est durable. Mais justement, cette confiance qui est réelle dans les enquêtes d'opinion, vous avez parlé de celle-là, mais il y en a plein d'autres, c'est un phénomène assez incroyable quand on regarde les statistiques. Est-ce que ça ne vous impose pas des devoirs, c'est un aiguillon pour être à la hauteur de cette confiance ? Je voudrais vous entendre, peut-être Céline,
Qui veut répondre à ça? Je pense que vous évoquez le sujet du handicap et c'est vraiment un sujet de société majeur. Voilà, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi de vraiment de prendre en charge. Au niveau de l'affaire France, on est à plus de 8% de collaborateurs qui déclarent un handicap. Dans certaines de nos usines, on est à plus de 10%. On a même créé un programme où on a créé des postes en CDI pour des profils autistes dans nos usines. Et donc, certaines de nos usines sont à 10-15% et avec vraiment des profils qui n'auraient pas trouvé leur place en général parce que simplement le poste n'existait pas, leur convenait pas. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Sur l'équilibre homme-femme, évidemment, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi, qu'on a de façon déterminée. Et c'est vrai qu'on est, selon les classements Equilibre, on est le premier en France sur l'équilibre homme-femme et 9e mondialement. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité qu'on prend à bras-le-corps. Et puis là, on a parlé beaucoup de ce qu'on fait en interne, mais ce qui nous importe aussi, c'est d'avoir un impact sociétal à l'externe. À l'extérieur. Et là, peut-être pour vous donner 3 exemples qui me tiennent à cœur, on a fait un partenariat avec Emmaüs. On a ouvert des boutiques, des espaces solidaires. On en a 4 en France, on s'apprête à en ouvrir un 5e dans le nord de la France. Et là, les bénéficiaires d'Emmaüs peuvent choisir 3 produits de façon gracieuse et surtout avoir accès à des soins de socio-esthétique financés par la Fondation L'Oréal, staffés par la Fondation L'Oréal. Et c'est incroyable de voir la puissance que la confiance en soi à travers l'accès aux soins et à l'hygiène donne. Et des gens qui, pour la première fois depuis des années, sont touchés, retrouvent de la dignité et combien ça les remet sur le droit chemin. Le deuxième, c'est aussi un deuxième exemple, c'est à travers nos causes de marque. La marque L'Oréal Paris, qui est la plus grosse marque au monde, a fait le choix, vous savez son slogan, parce que vous le valez bien, que vous connaissez bien, on a voulu le mettre en musique de façon très concrète. Et donc on a voulu adresser les problèmes d'agression sexuelle de rue, qui sont un fléau mondialement. Et donc avec ce programme qui forme finalement à pouvoir adresser ces sujets-là de façon très concrète, ça c'est vraiment une cause que la marque porte. Et enfin, en France, en ce moment, on sait qu'on a ce problème de déserts médicaux. On a une activité médicale, on a une activité dermatologique, de beauté dermatologique. Donc, on commercialise certaines de nos marques, La Roche-Posay notamment, en pharmacie. Mais c'est vrai que ces produits-là peuvent être chers. Et par ailleurs, il y a des endroits où il y a un vrai désert médical, soit de médecins, soit de pharmacie. Et donc, on a aussi développé, à travers une marque de grande conso qui s'appelle Mixa, qu'on trouve en grande surface, des produits à moins de 10 € dermatologiques. Et on a développé un petit camion qui va dans des parkings de centres commerciaux pour pouvoir prodiguer des conseils, donner des échantillons, des bons d'achat de ces produits à moins de 10 € qui donc apportent une solution à des familles qui, c'est 30% des Français qui ont des problèmes de peau. Évidemment, sur les familles qui ont en plus des problèmes de pouvoir d'achat, malheureusement, ces problèmes de peau sont encore plus prononcés. Donc, c'est vraiment des actions très, très concrètes qu'on essaie d'avoir pour avoir un impact sur la société. Voilà, juste 3 exemples. Ouais, peut-être en rebond sur ce qui a été dit par 2 de mes voisins à gauche. L'entreprise, elle est confrontée à ces chocs de transition environnementale, évidemment, digital, IA, et puis aussi maintenant la question de la souveraineté pour certaines d'entre elles. Il y en a un 4e dont on parle moins, c'est le choc démographique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période, dans les pays développés, de classe creuse, qui est durable, et avec parfois en plus des donnes politiques un peu contradictoires sur l'immigration, qui rend l'équation très compliquée. C'est par exemple, moi j'opère beaucoup en Allemagne, c'est une équation un peu impossible, si vous voulez. Et donc, la conséquence de ça, c'est que vous devez, en particulier dans un business de service comme le mien, qui est un people business ou un talent business, vous devez vous poser la question de comment faire venir les ressources dont vous avez besoin. Et c'est en ceci que les questions sociétales s'imposent à vous. C'est pour ça que c'est un sujet, je trouve, le débat sur régression par régression, moi je le trouve un peu sans objet, parce que fondamentalement, une entreprise qui a besoin de faire venir des talents, elle doit s'occuper. Elle doit s'occuper. Ouais, elle n'a pas le choix. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans une entreprise qui était un petit peu traditionnelle, on va dire, dans ces processus de recrutement. Là, expliquer aux gens, vous savez, le temps où vous trouvez des candidats plug and play, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vous allez prendre dans l'entreprise concurrente, qui vont redémarrer le lundi matin avec le même job, ce temps-là est fini. C'est nous qui allons produire nos ressources. Donc on a développé, aujourd'hui, moi je recrute 2500 personnes par an, dont à peu près 1500 en France. On a développé des filières d'apprentissage, on a été les premiers dans notre industrie. Vous voyez, on recrute 200 à 250 apprentis par an. Ça n'existait pas il y a 7-8 ans.
Et c'est évidemment pour les managers beaucoup d'efforts parce que les gens, vous les accompagnez, les mentorer, etc. Mais c'est aussi beaucoup de fierté. Donc ce cycle-là, je pense qu'il s'impose aux entreprises. En fait, ce mouvement-là, il s'impose aux entreprises. Et le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que pour ce qui est du sociétal, je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Roch, c'est-à-dire que c'est aussi un mouvement remontant, bottom-up. C'est-à-dire que quand même, quand l'entreprise est dans le mouvement et dans une forme de performance, je répète, la première responsabilité de l'entreprise, c'est de créer de la valeur, mais la valeur dans son acception large. Bien sûr. Rapidement, vos collaborateurs vous demandent des comptes sur « ouais, ok, très bien, mais c'est quoi les retombées de tout ça? C'est quoi les externalités positives de tout ça ?» Alors évidemment qu'ils ne le formulent pas de manière un peu conceptuelle comme je le fais, mais fondamentalement, c'est ça. Et donc nous, à notre modeste échelle, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas L'Oréal, on a lancé il y a quelques années un programme qui consiste à aller chercher, parce que personnellement, je me suis toujours engagé sur la question de l'intégration par l'emploi, parce que je pense que le premier élément de la dignité, c'est le fait de travailler, d'aller chercher donc des gens éloignés de l'emploi, des jeunes qui ne lisent pas les petites annonces, donc plutôt dans des quartiers favorisés. On fait ça avec une association formidable qui s'appelle Sport dans la ville. On a lancé un programme qui s'appelle Rebond Favorable, et on a, par ce programme, réinséré 300 jeunes. Vous voyez, à notre échelle, c'est beaucoup, sur une durée maintenant de 4 ans. Alors chez nous ou en dehors, en les remettant dans un circuit de formation académique, de mentoring, certains on leur a fait passer le permis, etc. Certains on leur a juste appris à se présenter, à être à l'heure, enfin des choses que les cadres sociaux ont un peu perdu de vue, si vous voulez. Hein. Et ça c'est très, si vous voulez, c'est très puissant pour l'entreprise parce que ça demande des efforts aux techniciens, etc., qui font un rôle pour lequel ils ne sont pas forcément préparés, parce que c'est presque un rôle de mentoring, de proximité, mais fondamentalement, c'est un élément de fierté massif. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il me semble que nous, en tant que chefs d'entreprise, comme effectivement, il y a une confiance dans l'entreprise qui est assez forte, vous avez mentionné un sondage tout à l'heure, et moi je le sens, c'est-à-dire que l'entreprise est un cadre collectif qui tient. Dans une période où il y a beaucoup de cadres collectifs qui s'affaiblissent. Je pense que le rôle du dirigeant, un des rôles du dirigeant, c'est de tenir ce cadre. Autrement dit, de savoir lutter de temps en temps contre l'individualisme souverain, parce que notre corps social salarié, il est très contradictoire. C'est-à-dire qu'il est à la fois preneur d'un cadre et en même temps, il est dans son époque, c'est-à-dire je veux faire ce que je veux quand je veux. Et je trouve que de ce point de vue-là, les débats que j'ai trouvés un peu oiseux parfois sur le télétravail illustrent tout à fait ça. Depuis le début, moi je suis sur une ligne constante qui est de dire attention, le cadre collectif a beaucoup de valeur. Bien sûr. On nous reprochera, nous dirigeants, si on le laisse s'affaiblir trop fortement. Daniel Ball et... Alors, Xavier voulait faire une petite remarque après. Daniel Ball et Jean-Roch. Non, je rebondis volontiers voilà. là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je le disais déjà tout à l'heure, l'entreprise est peut-être la communauté humaine où les gens sont le plus proches, ont le plus l'occasion d'échanger. Oui. Et je pense que là, c'est une transformation importante s'est faite dans la majorité des entreprises. Bon, évidemment, il y a encore à faire. C'est sans doute plus facile quand on est dans des grandes entreprises, dans des entreprises bien structurées, dans les entreprises dans lesquelles on arrive vraiment à organiser le dialogue. Mais je reviens sur la fierté qui a été évoquée tout à l'heure. C'est quand même formidable quand des collaborateurs peuvent vous exprimer qu'ils sont fiers de travailler dans l'entreprise. On a parlé tout à l'heure du dividende sociétal. Lorsqu'on a lancé ce concept, on l'avait préparé à l'avance, évidemment, notamment avec nos administrateurs. Lorsqu'on l'a annoncé, on a eu vraiment un mouvement spontané de collaborateurs qui sont venus dire « c'est formidable, l'initiative que vous prenez donne encore plus de sens à notre travail ». De même que lorsque nous avons créé l'entreprise à mission, il s'agissait de se mettre d'accord sur une raison d'être, de se mettre d'accord sur les missions que nous voulions retenir. On a eu un dialogue, bien entendu, avec les partenaires sociaux, mais on l'a élargi, et on l'a élargi jusqu'à une consultation de l'ensemble des équipes. Et cela a été extrêmement enrichissant. Je me souviens notamment que sur la première version
de raison d'être que nous avions mis en discussion, on s'est pris une belle claque en disant on n'en comprend rien à ce que vous voulez dire, soyez beaucoup plus simple. Puis on est tombé sur Ensemble, écouter et agir. Ensemble, écouter et agir, qui a parlé parce qu'ensuite on l'a décliné avec des missions très concrètes comme le fait de lutter systématiquement contre toute forme de discrimination en interne et en externe, d'avoir une vraie démarche environnementale, d'avoir une vraie démarche de solidarité, d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, la croissance de la performance et le partage de cette performance en interne et en externe. Et je pense sincèrement que c'est une des transformations les plus fortes que l'on peut sentir aujourd'hui dans des entreprises. Et j'ajoute un autre point. Dans le secteur de la banque et de l'assurance, recruter est aujourd'hui difficile. Dans les métiers de contrôle qui sont très présents dans notre activité, j'en parle pas. Dans les métiers de l'informatique, il y a une concurrence extrêmement forte. Et le fait que l'entreprise ait des valeurs, démontre qu'elle met en œuvre ces valeurs, est une force extraordinaire. Et nous avons aujourd'hui vraiment une très belle marque employeur. Alors ça, c'est la version très, très rose de l'histoire. Est-ce que malgré tout, vous craignez que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on voit les attaques qui sont faites dans les entreprises contre les politiques, contre la diversité, traverse l'Atlantique? Est-ce que ce risque-là, vous le voyez, vous, une entreprise comme EY aux États-Unis, vous êtes obligé un peu de vous plier à ce que le locataire de la Maison-Blanche vous impose quand vous travaillez pour l'administration américaine. Est-ce que c'est un mouvement qui peut traverser l'Atlantique? Merci pour la question. Non, plus sérieusement, en fait, dans une entreprise, en tout cas chez EY, on ne fait pas de politique et on n'essaie pas de promouvoir des concepts militants. Et donc oui, on travaille sur des sujets de diversité, d'inclusion, et on considère que les collaborateurs qui sont heureux, qui s'épanouissent dans leur diversité au sein de l'entreprise, sont meilleurs, sont heureux, sont performants. Donc on revient toujours sur le même point. Et la diversité et l'inclusion, c'est une valeur, c'est pas une politique. Donc chez EY, on continue nos politiques d'inclusion. Vous pouvez le faire sans le dire. Pardon ? Vous pouvez le faire sans le dire. En tout cas, on le fait, on continue à le dire, et je vous le dis, on continue dans notre politique d'inclusion et de diversité, sans aller au-delà de simplement avoir des valeurs humanistes d'inclusion pour le bien-être de nos collaborateurs, parce qu'on pense qu'ils sont meilleurs. Alain Di Crescenzo, la régression, le backlash, c'est un fantasme ou pas? Alors écoutez, moi j'y crois pas. Et puis il y a un vrai cas d'usage qui se pointe à nous, si vous avez ouvert vos journaux ce matin et hier, sur justement le télétravail. Vous avez vu qu'il y a un bras de fer qui est en train de se faire entre de grandes entreprises françaises et leurs collaborateurs pour revenir sur du télétravail. Et moi j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on peut améliorer les choses s'il y en a besoin, mais je crois que le recul en arrière ne marche pas. Chaque fois qu'on a reculé sur des grands éléments, et chaque fois qu'on a vraiment reculé, c'est qu'il y avait des pertes d'avantages sociaux, des pertes sociales fortes. Je vous donne une reculade récente qui a été amenée et retirée après. N'y voyez pas un élément politique, les ZFE. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi est-ce qu'on revient dessus? Parce que socialement, ce n'était pas supportable par le monde de la ruralité. Ils ne pouvaient pas se payer une nouvelle bagnole. Et donc on a reculé. Et puis maintenant, je veux dire pourquoi je n'y crois pas, parce qu'on a sondé nos entreprises, et par rapport à ce que disait Daniel, on a sondé les PME-PMI. Mais c'est vrai que les PME-PMI, si vous voulez, c'est des entreprises qui ont moins de capacité à investir. Et on leur a demandé, c'est quoi vos défis, quoi? Donnez-moi 4 défis importants dans le futur. Le premier défi qu'ils nous ont donné, je vais vous les citer, c'est le défi de l'emploi. Comment faire pour recruter et pour retenir des collaborateurs? Ils auront retenu les choses suivantes. Ce sur quoi une PME travaille avec sa fragilité. Point numéro 1. Équilibre vie pro, vie perso. Je dois donner ça à mes collaborateurs. Point numéro 2, développement des compétences. Point numéro 3, flexibilité des horaires. Point numéro 4, les nouvelles technologies. Premier défi. Deuxième défi, l'environnement. Et le verbatim, c'est mon entreprise sera verte ou ne sera pas. Ça veut dire que si quelque part je veux recruter de la jeunesse, si je veux faire du business, si je ne montre pas mon effort sociétal et environnemental, je ne vendrai pas mes produits. Troisième défi,
hybridation technologique et humain. On est loin du tout automatisme. Et le dernier défi qui va nous ramener dans une autre vie, c'est qu'on leur demandait, mais c'est quoi le dernier défi? Partage, valeurs, des valeurs et de la gouvernance. Et vous voyez, ça m'amène à une autre vie, qui est la mienne, où j'ai fait un sondage sur le monde coopératif. C'est sans doute un modèle qui est le plus méconnu chez nous par rapport aux entreprises. Quand on donne des valeurs coopératives, 3 jeunes sur 4 nous disent qu'ils ont envie de participer et de travailler dans un monde coopératif. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a le partage, à la fois de ces valeurs et de cette gouvernance. Donc je crois que quand vous arrivez à ce niveau-là, mes amis, où quelque part le Covid a été une explosion de changements, le retour en arrière n'est pas possible. Et donc, soit on s'adapte, vous l'avez dit, soit on ne viendra pas nous voir et on n'aura plus de clients. J'imagine, Daniel Ball, que vous êtes d'accord. Complètement, j'imagine pas un retour en arrière, parce que ce qu'on a construit, on l'a construit à l'intérieur de l'entreprise, avec les collaborateurs, avec les administrateurs. Et j'imagine si demain nous voulions revenir en arrière sur certaines décisions prises, mais ce serait vraiment mal vécu en interne et ça aurait un effet effectivement sur la motivation et par conséquent sur la performance. Je suis vraiment fondamentalement convaincu qu'aujourd'hui, la valeur, ce sont les valeurs plus la valeur qu'on crée du point de vue monétaire et qu'on partage tout ça. Et ça, c'est un ensemble qu'aujourd'hui, on ne peut absolument plus remettre en cause. Non, mais je suis d'accord que je pense qu'on ne reviendra pas sur ce sujet-là parce qu'on a parlé de valeur, mais c'est aussi une richesse. La diversité est une richesse. Nous, chez L'Oréal France, on est dans la salle de bain de 40 millions de Français. Si je n'ai pas des équipes qui représentent un minimum les 40 millions de Français qui achètent nos produits, on ne peut pas être pertinent, en fait. Donc la question de la pertinence, de la sensibilité, de l'empathie qu'il faut avoir pour être juste, ça nécessite de cette diversité, cette richesse. Et puis, c'est pas que... il y a aussi l'âge. Et par exemple, une autre chose dont je suis fière et qu'on va continuer à faire, l'IA pourrait être pourrait exclure. Et nous, on veille à ce qu'on veut embrasser cette rupture technologique, mais on veut surtout s'assurer qu'on ne laisse personne de côté. On a 80 000 collaborateurs dans le monde, on a déjà formé 45 000 à l'IA générative de façon très simple, et on va former 100% de nos collaborateurs. Donc voilà, dans toutes ces formes, on se doit de voir ça comme une richesse, on voit ça comme une richesse, on va continuer on va rien changer, on va aller de l'avant pour vraiment s'assurer que nos équipes soient au plus près de la représentation de la société. Ok. Xavier, vous aviez une question, un commentaire? Dans les 30 secondes, votre enthousiasme et votre exemplarité est très rafraîchissante. Donc c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Mais ce qui m'intrigue dans le débat français, quand on voit les chiffres, c'est la France se singularise en moyenne par la pauvreté de son dialogue social par rapport aux autres pays. C'est intriguant. Ce n'est pas le cas des entreprises. Bon, je ne vais pas parler de l'issue du conclave, qui est un exemple de la difficulté de faire vivre un certain paritarisme et l'engagement des partenaires sociaux. Sans entrer dans le détail, vous, quelle serait votre attente par rapport à l'État, au gouvernement, aux différentes instances pour que votre effort que vous venez d'écrire puisse être multiplié et avoir des effets d'extension sur les territoires ou d'autres entreprises? Quelles seraient vos attentes? Est-ce que c'est la stabilité? Souvent, c'est ce qui revient aux entreprises. Ou est-ce que c'est un peu plus un effort d'éducation, un effort d'accompagnement, peut-être un effort fiscal? N'hésitez pas si jamais vous pensez que c'est un sujet. C'est le moment. Quelle est votre attente? Non, juste pour rebondir sur le sujet de la retraite, le conclave, il a échoué. Bon. Mais est-ce que le vrai sujet, ce n'était pas avant? Ce n'était pas avant qu'il aurait fallu dialoguer. Et il n'y a pas eu assez de dialogue pendant cette partie-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut attendre de l'État, c'est qu'il ne prenne pas forcément parti, mais qu'il facilite le dialogue, qu'il soit un facilitateur de l'activité des entreprises. Et là, je ne sais pas si partout, toujours, dans l'État, on est complètement mobilisé sur ce sujet. Vous aviez envie de... Alain? Oui. De rajouter un mot. Vous savez, ce qui ne va pas, c'est que vous mettez des gens dans une boîte et vous leur dites, mon ami, quelle que soit la complexité du sujet, dans 2 mois, tu as trouvé la solution. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ça ne marche pas. Et vous voyez, sur la réforme des retraites, et bien sûr, il faut bouger les choses. Moi, ça me paraissait naturel. Ne me grondez pas. Ne me grondez pas. Ça me paraissait naturel jusqu'au jour où je prends la route pour aller à la montagne et j'écoute une collaboratrice d'un groupe que je connais bien et qui explique pourquoi on s'est trompé. Parce qu'elle dit,
Le problème, ce n'est pas 2 ans de plus. C'est des années de vie en bonne santé. Derrière ce sous-jacent, il y avait quelque chose de très sociétal. Il y avait la pénibilité. Et vous savez pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on est passé à côté. Et moi, je pense qu'on passe à côté parce qu'on ne se donne pas le temps, sérieusement, si vous voulez, d'adresser les sujets. Et des sujets comme ça, c'est des sujets sur lesquels il faut travailler, mais pas qu'avec des syndicalistes. Hein. Il faut des philosophes aussi. Il faut des médecins. Il faut travailler sur le sujet. Et donc, vous voyez, on ne se donne pas assez de temps là-dessus et je trouve que c'est dommage. Et puis, je ne voudrais pas que vous vous trompiez sur une chose. Le dialogue social, c'est ce qu'ils font tous les jours. Hein. Ce n'est pas le conclave, le dialogue social. C'est quand on est dans sa boîte devant son CSE, devant ses représentants du personnel et qu'on discute. C'est la vraie vie. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'on arrive à faire de grandes choses et c'est là qu'on arrive à faire de l'adhésion à la maille qui est la nôtre. C'est l'entreprise. Je voudrais vous donner la parole. Je ne sais pas s'il y a un... Peut-être avant, si je puis me permettre. Très rapidement, parce que je voudrais qu'il y ait des questions. Très rapidement. Pour rebondir là-dessus, c'est c'est pas parce que le format national ne fonctionne pas que ça dit quelque chose sur le dialogue social dans les entreprises. Première chose. Parce qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise où ce dialogue social se pratique. Deuxième chose, vous dites, vous nous peignez une réalité un peu rose. Non, on vous peint une réalité qui demande beaucoup d'efforts. Il n'y a rien de facile dans ce qu'on raconte. Et c'est pas parce que ça fait des jolies histoires. Alors oui, on les market. C'est facile à faire. On les market là, mais non, c'est des efforts de tous les instants. Donc je voudrais être clair là-dessus. Troisième chose sur les US, moi j'y suis beaucoup parce que c'est mon deuxième pays au plan des implantations. Voilà, les US c'est un pays fédéral. Donc entre les annonces qui sont faites, qui peuvent éventuellement avoir une influence sur la commande publique, la réalité de ce qui se passe dans les États, il y a un gap que vous n'imaginez même pas. Donc je pense que ces sujets d'annonces, etc., je pense qu'on en parle beaucoup en Europe, beaucoup moins aux US, et que la réalité, c'est la capacité à faire venir vers vous les ressources dont vous avez besoin. Monsieur a une question, il nous reste 3 minutes 16, donc question rapide, réponse rapide, et j'aimerais bien qu'on prenne une deuxième question de monsieur. Merci. Je m'appelle Fernando Morales de la Cruz. Mettez le micro plus près pour qu'on vous entende bien. Je m'appelle Fernando Morales de la Cruz. Je suis un journaliste. J'habite à Strasbourg, France. Et j'ai une question pour tout le monde, ici, même pour l'audience. Combien de compagnies dans le CAC 40 ont 0 travail des enfants? Combien de compagnies dans le FTSE 100 ont 0 travail des enfants? Combien de compagnies dans le Fortune 500 ont 0 travail des enfants? La réponse, 0. On a compris votre question. Qui répond? Je n'ai pas de chiffre précis, mais franchement, aujourd'hui, avec tous les devoirs de vigilance que nous, grandes entreprises, avons, moi, j'ai envie de répondre pour la mienne, c'est 0. L'Oréal. Je suis sûr que d'autres peuvent apporter la même réponse. Pareil. Et je peux démontrer que ce n'est pas vrai. Une question, monsieur? Monsieur? Vous avez évoqué un sondage concernant la confiance aux entreprises. Dans l'entreprise. Et j'ai bien entendu 75% des Français qui font confiance aux entreprises. Oui. Si on avait posé la question, faites-vous confiance aux entreprises du CAC 40 dont une partie échappe à l'impôt alors que vous ne pouvez pas vous y soustraire, est-ce que vous auriez eu la même réponse? Ce n'est pas ma seule question. Je pense qu'aujourd'hui, vous semblez très attentif aux conséquences et aux urgences sociales et environnementales. Il est difficile de vous suivre dans la mesure où on refuse toute augmentation de cotisation ou d'impôt sur les sociétés, alors qu'il y a quelques années, il était bien supérieur. Alors qu'il y a quelques années, les actionnaires se contentaient de 3-4% de retour sur investissement et il leur faut aujourd'hui entre 10 et 13%. Au nom de quelle raison? Merci pour votre question. Qui veut répondre à monsieur? Il reste 1 minute. Moi, je vais répondre sur... parce que le sondage, j'ai le CAC 40 aussi. C'est moins de 50%. Donc, ça veut dire que sur la globalité des entreprises, 75%. Et sur celle du CAC 40, c'est à peu près 45%. Donc, vous avez raison, ça chute. D'accord? Maintenant, monsieur, moi, je n'ai pas parlé des bénéfices des grandes entreprises qui travaillent sur plusieurs continents. Je vous parlais de ce qui fait 99,99% des entreprises. Monsieur, les marges baissent, les bénéfices baissent,
et les gens revoient leur salaire. Voilà. Et jamais je mettrai en balance 40 entreprises versus 5 millions. Parce que moi, j'ai des 5 millions. Voyez, et donc, il y en a 40. Mais je ne dis pas qu'elles ne sont pas vertueuses. Mais jamais étendre un raisonnement de 40 pour 5 millions, quoi. En tout cas, pour la France, heureusement qu'on a ces 40 entreprises. Je suis d'accord. Xavier, un dernier mot de conclusion. Non, les mots ont été dits. Moi, j'étais heureux d'entendre tous les outils, l'actionnariat salarié, le ESG, la RSE, les entreprises de mission. Il reste un point quand même sur l'hétérogénéité des entreprises. La qualité du dialogue social n'est pas aussi bonne que vos entreprises. Ça, c'est un fait dans les entreprises elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a entendu des exemples qui peuvent stimuler beaucoup le débat public sur tout ce qui est possible de faire dans le cadre actuel en termes de qualité du dialogue social. Et il y a un peu de marge d'amélioration en France quand même dans beaucoup d'entreprises. Merci infiniment tous les 5. Merci à vous. Merci pour vos questions. Et on continue.